Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. Nous nous efforçons ici de mieux vous informer pour mieux agir. Nous avons déjà parlé dans cette émission de la lutte menée contre la construction par RTE, le réseau de transport d'électricité, d'un méga-transformateur dans le sud de l'Aveyron. Un texte paru sur le site lundi matin, daté du 10 juillet dernier, nous apprend que la déclaration d'utilité publique a finalement été signée par le ministre Nicolas Hulot. Depuis la Masada, le hameau construit sur les lieux promis au bétonnage, voici ce qu'on en dit. Cela sonne comme un jugement. Préfecture de l'Aveyron, Dréal Occitanie, arrêté numéro 12 2018 06 18 001 du 18 juin 2018. Objet. Déclarant d'utilité publique les travaux de création d'un poste de transformation électrique 400 000 225 000 volts, dénommé Sud Aveyron, et déclarant cessible au profit de RTE Réseau de transport d'électricité les terrains nécessaires à la réalisation de ces travaux et constatant l'urgence à prendre possession des biens expropriés. Mais derrière les mots vides de l'administration, derrière ce langage technocratique, que se cache-t-il sinon la prise de possession, donc l'expropriation légalisée ? Derrière cet arrêté glacial et les petites mains gratte-papier qui l'ont produit, qu'y a-t-il sinon ce pouvoir global qui mesure après mesure, dispositif après dispositif, chiffre après chiffre, s'est disséminé sur toute la surface du globe ? Qu'y a-t-il sinon l'économie et ses machines, ses bulldozers, ses flics, ses grenades, urgence à prendre possession, cela veut dire détruire le hameau de la Masada, expulser de ses terres un camarade paysan, excaver des milliers de mètres cubes de gravats, transportés par des centaines de camions pendant 6 mois, finir de tuer un village déjà accablé par un transformateur et des lignes THT de toutes parts, et cela pourquoi ? Pour construire un autre transformateur et d'autres lignes THT, pour évacuer l'énergie des parcs éoliens, pour relier un autre transfo à d'autres lignes THT, pour acheminer l'énergie vers les métropoles, les plateformes logistiques, les data centers, Frontex. Prise de possession renouvelée, homogénéiser toute différence, aplatir les singularités. Dans un enregistrement intitulé « Habiter les territoires en lutte » et également en ligne sur le site lundi matin, on va écouter ce qu'en disait ce camarade paysan qui ne voulait pas céder ses terres, et c'était l'hiver dernier en Aveyron. 5 hectares de terre qui vont nous être pris, quoi. On est déjà en procédure d'expropriation, donc ça fait mal, quoi. Ça fait chier. Mais c'est pas ça mon sentiment le plus. C'est pas ça qui me tue le plus, quoi. C'est vraiment de voir ces projets éoliens qu'on nous pond devant la gueule et toutes les infrastructures qui vont avec, et le mépris des gens qui habitent ici et tout ça, quoi. L'expropriation, qu'est-ce que ça... L'expropriation, c'est une chose. Ça va pas nous empêcher de continuer à faire notre boulot, mais c'est juste que de voir des bulldozers dans l'endroit où tu cultivais la terre, où tu sais que tes arrière-grands-parents ont commencé à cultiver ces terres-là, moi ça va me donner envie de vomir, quoi. Donc c'est pour ça que moi je me suis dit il faut faire quelque chose, parce que si on se réveille dans 10 ans avec tout ça devant le nez et qu'on n'a rien fait, je le vivrai pas, quoi.
Alors oui, voilà, quelqu'un qui sera dépossédé de son outil de travail, dépossédé de sa terre. Alors ça évoque bien sûr la notion de colonisation. Et on va écouter à ce sujet un nouvel extrait de cet enregistrement qui est donc disponible sur le site lundi matin. C'est Jean-Baptiste Vidalou, qui est l'auteur de Être forêt, habiter des territoires en lutte, qui va nous parler de la Masada et de cette idée de colonisation. Écoute. Comment par exemple en Angleterre la révolution industrielle a été possible, c'est non seulement avec la mise sous contrôle et la mise au travail des corps, mais aussi parce que ils avaient ce qu'on appelait, ce que certains anthropologues ont appelé les hectares fantômes. Donc en fait c'était toutes les surfaces des colonies, donc non seulement pour la main d'œuvre esclave, mais pour le coton et quantité énorme de matières premières qui venaient des colonies, qui venaient des empires, quoi. Et donc le décollement économique de certains États à l'époque moderne, elle est liée finalement intrinsèquement même à des formes de colonisation qui sont jamais visibles. Et aujourd'hui c'est pareil, si tu regardes une éolienne, en fait à l'intérieur c'est quoi? C'est du cuivre, c'est des métaux rares, c'est des éléments qui viennent des quatre coins de la planète, c'est des tonnes de béton, des tonnes d'acier. Et en même temps, tout ça est invisible, tu vois plus les fils, tu sais pas trop comment l'énergie elle est transportée. Et voilà, nous ce qu'on a essayé de mettre en lumière, c'est qu'en fait, toute cette technologie soi-disant smart, elle est reliée à finalement un monde qui est un monde extractiviste, qui continue à être un monde extractiviste. Donc finalement c'est la perpétuation continuée de l'accumulation primitive du capital, dont les ressorts sont toujours aussi finalement cachés qu'au 19e, quoi. Donc tu vois bien qu'un agriculteur là qui galère au niveau économique, s'il voit une rentrée d'argent, je sais pas, c'est équivalent peut-être de 2000 € par mois par éolienne, quoi, hein, pour avoir le droit pour l'entreprise de mettre son dispositif sur les terres agricoles, par exemple. Ce qui se passe, c'est nous là concrètement avec le transformateur à Saint-Victor, c'est que là pour le coup ça sera réellement une expropriation si le projet se fait, parce que là les gens ont refusé l'argent, ils ont refusé les compensations, donc si c'est déclaré un projet d'intérêt public, forcément RTE expropriera les agriculteurs qui sont propriétaires. C'était spontané, directement les agriculteurs ont dit, la famille en tout cas, qui cultive les terres là-haut, et tous dans la famille ont dit non, il n'y a pas moyen, on vous vendra pas nos terres, quoi. Donc ça en fait ça a été une chance énorme pour nous, parce que du coup les gens, déjà il y avait une volonté de résister à ce projet, quoi. La Masade a été créée parce que Victor, qui est le jeune agriculteur qui cultive là, a dit non, et moi il n'y a pas moyen, il faut qu'on fasse quelque chose sur ces terres là, quoi. Quelque chose qui soit bien mieux qu'un transformateur. Et en fait la lutte elle est née à ce moment là. Et ce qui est intéressant, c'est que les techniques qu'utilise RTE, finalement on peut les voir comme des techniques de colonisation, c'est évident. Et c'est devenu une colonisation intérieure. C'est plus les hectares fantômes des colonies loin des métropoles impériales, c'est ici et maintenant, quoi.
dans le lieu même où tu habites. C'est ça que je trouve qui est assez intéressant. Parce que finalement, voilà, il n'y a plus d'échappatoire, quoi. Il n'y a plus de zone où, en tout cas en France, tu pourrais paisiblement vivre ta vie et que rien ne se passe dans une espèce de paix perpétuelle. Partout en fait, des projets vont être mis en place qui feront que c'est obligé qu'il y aura des résistances, quoi. On utilise ce potentiel là de territoire à faible densité de population. En fait, il y a tellement de dispositifs déjà qui sont ancrés. Tout à l'heure, on parlait de Roquefort, qui a le monopole local de la production de fromage à travers l'élevage de brebis, etc. Il y a le parc régional des Grands Causses, dont le directeur Alain Fauconnier, qui est aussi maire de Saint-Afrique et qui est sénateur, et qui est complètement pour la transition énergétique, les éoliennes, etc. C'est déjà finalement le premier dispositif en place qui fait que les entrepreneurs qui veulent démarcher ici pour implanter des parcs éoliens sont en confiance, quoi. Ils savent qu'il y a un terrain favorable. Du coup, c'est une zone qui est gérée de loin, on va dire, mais qui est gérée d'une main tout aussi ferme, quoi. Géré d'une main tout aussi ferme. Oui, mais dans un gant de velours. Je voudrais vous faire écouter à ce propos un spot publicitaire qui est mentionné dans le texte de lundi matin par un habitant de la Masada. C'est un spot publicitaire de RTE, donc du réseau de transport d'électricité. Il est impeccable et il résume en 2 minutes toute cette colonisation intérieure dont il a été question dans l'enregistrement avec Jean-Baptiste Vidalou. Cette manipulation dont nous faisons l'objet en permanence pour nous faire accepter un monde meilleur, un monde connecté. Écoutez, ce spot, c'est tout à fait remarquable. Regardez bien cet électron. C'est l'une des plus petites particules élémentaires de l'univers. Infiniment petite, et pourtant, tout provient de son mouvement. La vie sur Terre, les abeilles, les manèges, un hôpital à Marseille, mais aussi vous, nous. L'électron, c'est la vie, c'est l'énergie aussi. Il permet le progrès, la santé, les rencontres, l'amitié. Et rien n'est plus précieux à nos yeux. Pourquoi ? Comme l'influx nerveux contracte nos muscles, l'électricité qui circule sur notre réseau fait vibrer l'économie. À haute et très haute tension, elle alimente les industries, éclaire les territoires. Nous ajustons en temps réel la production et la consommation et nous assurons la solidarité entre les régions. Pour que chacun ait accès à l'électricité, en France, en Europe, le jour comme la nuit. Observez maintenant l'alphabet numérique. Ce langage en apparence simple et binaire. En quelques années, il a bouleversé notre façon de communiquer, de nous informer, de travailler. Il a réinventé aussi le transport de l'électricité. Imaginez. Il suffit d'1 seconde pour que les vents de la mer du Nord éclairent cet hôpital à Marseille. Mais il suffit aussi d'1 seconde pour que le vent cesse. 1 seconde où tout peut basculer. Alors, en moins d'1 seconde, nous utilisons l'électricité produite ailleurs, en Andalousie ou dans les Alpes. En moins d'1 seconde, l'équilibre entre production et consommation est assuré. Grâce au numérique, le transport d'électricité devient encore plus agile et plus vif. Grâce au numérique, nous accueillons plus d'énergie renouvelable et optimisons la capacité de nos lignes. Et vous devenez les acteurs de notre réseau. En adaptant votre consommation, en économisant l'énergie, c'est vous qui participez désormais à l'efficacité du réseau de transport d'électricité. C'est avec vous, avec les territoires, que nous construisons ensemble le réseau de demain. Vous,
qui nous aidait à accomplir notre mission de service public pour que, quoi qu'il advienne, le courant passe. Il est vraiment parfait ce spot, il mériterait une étude vraiment approfondie parce que tout y est. Le progrès qui ne dépendrait plus de la créativité ou du libre arbitre des êtres humains, la communication entre nous qui serait désormais dictée par un langage numérique binaire. On nous demande d'accepter un monde où le fonctionnement d'un ensemble de machines serait identique aux influx nerveux du corps humain et en fait où la vie humaine ne serait plus appréhendée que comme un réseau comparable au réseau électrique. Tout ceci participant évidemment de la confusion entretenue en permanence pour nous faire accepter des concepts aussi ineptes que l'intelligence artificielle. Bon, vous avez noté aussi que vous êtes invités à être de bons consommateurs, les acteurs de ce monde magnifique, sous peine de priver vos congénères d'électricité. L'exemple tout à fait bien choisi et bien culpabilisateur de l'hôpital de Marseille, ou alors sous peine de les frustrer de toutes ces rencontres enfin possibles grâce à la conjonction du numérique et des nouveaux et des nouvelles énergies. On va, avant de conclure, on va écouter un nouvel extrait de l'enregistrement de Jean-Baptiste Vidalou et quelques-unes de ses réflexions sur la transition énergétique et sur les énergies soi-disant renouvelables et aussi sur la vie smart. On écoute. Pour tout un tas de raisons, il y a encore une valeur très positive à ce genre d'énergie, soi-disant alternative, qui apporterait le salut. Mais c'est ça en fait, parce que dans une époque où il n'y a plus d'espoir, pour plein de gens, l'éolien ou le solaire, ou en tout cas de manière générale la transition énergétique, c'est vraiment la dernière solution pour sauver l'humanité. D'autant plus que c'est ce que le gouvernement prêche de manière quotidienne. Là, tu vois, là, il y en a aussi là. Toutes les crêtes là, elles sont remplies. Et elles tournent pas en plus là. Ça doit être dans leurs calculs, s'il y a trop de vent ou pas assez de vent, ils les arrêtent parce que le problème avec les énergies intermittentes, comme ils disent, l'éolien ou le solaire, c'est que c'est des énergies de flux, c'est pas des énergies de stock. Donc en fait, s'il y a trop d'énergie à un moment donné qui est balancée dans le réseau, ça perturbe l'équilibre général du réseau énergétique. Donc il les coupe, il les arrête à distance, il les bloque. Donc elles arrêtent de produire et quand il voit qu'il y a de nouveau une demande, hop, il les rallume. Après ça dépend aussi s'il y a trop de vent, il y a des dangers mécaniques pour le moteur, donc il les immobilise aussi. En cas de gel, il y a plein de paramètres qui font que en fait souvent tu les vois, elles tournent pas Ce qui est complètement absurde, on dirait que comme si le temps s'était arrêté Quand tu les regardes de loin comme ça, pendant un petit moment tu te dis mais quoi à quoi ça sert en fait? C'est un peu comme dans certains films post-apocalyptiques, tu te demandes, il y a une catastrophe mais tu sais pas laquelle. Tu sais pas si c'est une friche industrielle ou si c'est encore en activité.
Ça se trouve, on est les derniers hommes là. Hein. Quand on va retourner à la voiture, plus de radio, plus rien, plus de téléphone, plus d'élec. Pour revenir à ce problème de mobilisation, si on peut parler en termes militants comme ça, c'est que les chantiers ils sont dispatchés à plein d'endroits et c'est hyper difficile de bloquer un endroit en fait. Le mieux en fait ça serait de bloquer les camions qui transportent les machines avant même qu'elles soient installées, parce que ça au moins on sait où ils passent et ils doivent tout le temps passer par les mêmes routes avant même qu'ils installent tout le parc éolien. Une fois qu'elles sont là, c'est hyper compliqué de faire quelque chose. Il faudrait prendre l'infrastructure en amont en fait. Bah, ça s'est fait, hein. Nous on les avait bloqués une matinée. Et le chauffeur c'était un Espagnol. Donc ça veut dire que l'entreprise qui est allemande ou suédoise qui construit les éoliennes fait appel à des sous-traitants pour le transport, fait appel à encore d'autres sous-traitants pour l'installation, et ceux qui chapeautent l'ensemble du réseau, ben c'est RTE par exemple, c'est Réseau Transport Électricité, une filiale d'EDF. Donc en fait on a découvert que derrière un simple champ, c'est jamais simple, mais derrière une machine qui paraît aussi anodine qu'une éolienne, ben, se cachait tout un maillage d'infrastructures complètement hallucinant, quoi. Et elles étaient acheminées depuis le port de Sète. Et donc je ne sais pas où elles ont été construites, mais ça veut dire qu'elles sont venues en bateau, transposées dans le port de Sète, mises sur des camions pour enfin arriver là sur les crêtes, quoi. RTE, c'est le gestionnaire du réseau électrique au niveau national. Donc en fait, c'est eux qui gèrent après le raccordement de ces parcs au réseau électrique. Parce qu'un parc tout seul ne produit rien, il faut qu'il soit raccordé, quoi. Donc les câbles sont enterrés, ils courent jusqu'au premier transformateur, qui lui-même est raccordé à un moyen transformateur, qui lui-même est raccordé à un plus gros transformateur, qui lui envoie toute cette électricité sur les lignes à très haute tension, quoi, qui après iront irriguer les métropoles, que ce soit Montpellier, Toulouse ou même plus loin. On a découvert que cette électricité là, elle pourrait aller jusqu'au Maroc ou même encore plus loin, quoi. C'est comme des autoroutes en fait. D'ailleurs ils s'en vantent, ils disent nous on construit des autoroutes de l'électricité. Donc voilà. C'est obligé, c'est des nœuds, des petites routes qui rejoignent des moyennes, puis qui rejoignent des très grosses routes, et c'est ça qui crée le maillage en fait. Ils ont besoin de monter le voltage en très haute tension pour pouvoir en fait acheminer cette électricité produite sur les territoires et de l'emmener sur des milliers de kilomètres. Et avec les déperditions qu'il y a sur les lignes, en fait, il faut les booster, quoi. C'est un peu comme des canalisations d'eau, quoi. Il faut prévoir plus large pour qu'au moins ça puisse intégrer les flux quotidiens, quoi. Le problème, c'est que voilà, les éoliennes, c'est pas juste un objet technologique, quoi. Ça fait partie d'un monde. Tout ce truc de la transition, ça fait partie de ça, quoi. Les smart grids, etc. C'est comment tenir encore les populations sous contrôle à travers cette idée de l'énergie, en fait. Parce que depuis le 19e siècle, c'est évident que l'énergie est une question politique. On faisait pas la science du travail, par exemple, elle est née avec les machines à vapeur. C'était une façon de mettre au travail le corps des ouvriers, mais aussi d'établir toute une espèce d'affect thermodynamique, c'est-à-dire un tempérament qui est
plutôt tourné vers l'économie, la restriction, le calcul des forces, la gestion en temps réel de l'énergie qui rentre, de l'énergie qui sort. Donc finalement, l'idée du corps machine, elle est née avec cette révolution qu'on dit industrielle autour des machines à vapeur. Et aujourd'hui, moi ça me semble évident que ce qu'ils appellent la révolution des smart, tout ce qui est objets connectés, big data, eh bien elle révèle aussi de cette nouvelle mise aux normes et au travail économique des corps en fait. Simplement, au lieu de passer par des machines qui étaient très, comment dire, qui avaient encore une espèce de forme gigantesque, avec une esthétique métallique, on va dire, très importante. Pensez, je sais pas, des images du film de Fritz Lang, Metropolis, ou le monde moderne de Charlie Chaplin. La machine, c'est une espèce de grand monstre métallique qui avale les hommes. Et aujourd'hui, on est en face d'une éolienne. Est-ce que c'est un grand monstre métallique? Oui. Mais il y a du design avec, c'est lisse, c'est blanc, c'est spatial, c'est aéronautique en fait. C'est comme on dit, c'est smooth, c'est lisse, ça fait pas de bruit, enfin de loin en tout cas ça fait pas de bruit. Quand on est tout près, c'est notre histoire, mais... Et du coup j'ai l'impression que cette question politique autour de l'énergie, elle prend une nouvelle tournure quoi, avec cette idéologie du smart. Et on demande aux gens de devenir smart, eux-mêmes doivent devenir smart. Leurs comportements doivent être smart. Parce que justement ça rend compte d'une fluidité généralisée, quoi, une fluidité des affects comme une fluidité économique finalement. On va finir cette émission sur Radio Galère, la demi-heure radioactive, par la lecture de l'extrait d'un tract qui a été distribué le 22 juillet 2018 sur le passage du Tour de France par les gens de l'Amasada, qui luttent donc contre ce transformateur qui vient d'être déclaré d'utilité publique dans le sud de l'Aveyron. Il s'agit d'être lucide, il n'existe aucune forme de transition énergétique portée par nos gouvernements. Les énergies prétendues renouvelables viennent s'ajouter aux autres sources existantes. Les centrales nucléaires restent ouvertes. De nouvelles sont construites, des gisements d'énergie carbonée sont découverts et exploités. L'objectif de produire toujours plus semble incohérent au vu de la propagande gouvernementale de réduction des consommations. Qu'en est-il alors ? Le transfo de Saint-Victor constitue le point de raccordement des nombreux projets éoliens de l'Aveyron, du Tarn et de l'Hérault. Il devrait permettre de canaliser ces énergies, de les faire monter en tension, de les faire circuler au sein des lignes THT, pour les envoyer sur une véritable autoroute de l'électricité traversant l'Europe du Nord au Sud. L'enjeu est simple, satisfaire les actionnaires des sociétés d'énergie en leur permettant de vendre et d'acheter l'électricité dans toute l'Europe et la Méditerranée pour optimiser leurs profits. En aucun cas, cette logique ne se préoccupe de répondre aux besoins des populations. L'Aveyron consomme seulement 40% de l'électricité qu'il produit. Les éoliennes industrielles et leurs infrastructures sont une impasse écologique. Il est temps de dénoncer le coup de peinture verte appliqué à ces projets gigantesques pour comprendre que l'application industrielle à grande échelle est toujours porteuse de conséquences. Cette fois-ci, ce sont les méthodes d'extraction des composants et les multiples nuisances pour les zones d'implantation qui nous alertent sur la situation. À Saint-Victor, ici, nous nous battons pour préserver nos terres agricoles, pour sauvegarder notre qualité de vie, pour maintenir nos écoles et nos hôpitaux, pour laisser une place à chacun, pour trouver nos solutions ensemble. Voilà.
Et le tract conclut en nous invitant tous à la 4e édition de la Fête du Vent au mois de septembre à la Masada, quoi qu'il arrive. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter le site 12noblog.org pour réécouter l'intégralité de l'enregistrement dont nous avons passé des extraits aujourd'hui. C'est sur le site lundi matin. Et on vous retrouve peut-être pas au mois d'août, on va peut-être prendre quelques vacances bien méritées, mais à la rentrée. À bientôt donc, et bon courage.